Maintenant, nous allons écouter Madame Nathalie Joubert, Oui, collection cartographique. bonjour à tous, Merci. merci. Je vais partager mon écran de suite. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, oui. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir donné la possibilité de participer à ce congrès pour parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis plus de 10 ans et qui concerne une collection cartographique située à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Alors, j'ai écouté les deux premières interventions. J'ai été un petit peu transportée à la fois dans des contrées lointaines et dans des époques lointaines. Là, on va être plutôt dans une époque très contemporaine, mais j'espère être au moins aussi intéressante que les deux premiers intervenants. Alors, tout d'abord, je voulais rappeler que l'Université Toulouse-Jean Jaurès disposait d'une collection de documents cartographiques qui était conservée au Centre de ressources Olympe de Gouges, le CROG. Ces cartes, qui sont entre 50 et 70 000 exemplaires, étaient auparavant situées dans les magasins de la bibliothèque Cartothèque du département géographie, dont l'origine remonte à 1926. Une partie des cartes de la France sont encore des supports pour des enseignements, mais uniquement pour les plus récentes. Et l'autre usage est scientifique et les lots qui couvrent l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique ou l'Asie sont représentatifs des travaux menés par les enseignants-chercheurs qui se sont succédés depuis presque 100 ans. Cette collection reflète ainsi l'histoire des champs de recherche et des thématiques enseignées et constitue une trace mémorielle et un patrimoine scientifique et pédagogique. Inscrite à l'inventaire patrimonial de l'Université fédérale de Toulouse, ces documents n'en ont pas moins perdu leurs usages d'origine. Il faut savoir que dans le cadre de la reconstruction de l'université, des bibliothèques ont été fusionnées pour constituer donc le centre de ressources Olympe de Gouges. Alors responsable de la bibliothèque de géographie, j'ai géré le transfert des collections et je poursuis depuis mes réflexions et travaux scientifiques en sciences de l'information et de la communication sur la valorisation de ce fonds en portant un double regard, à la fois scientifique et bibliothéconomique, sur les modes de transmission de cette collection et sur de nouvelles perspectives de réception et d'usage. L'objectif, c'est d'imaginer des dispositifs qui favorisent l'appropriation des valeurs informatives qui sont contenues dans les documents cartographiques et puis susciter des variations d'utilisation. Pour cela, j'ai élaboré une méthode basée sur les principes de la documentographie, développée notamment par Jean Méria, pour les sortir de leur dormance documentaire. Après un rappel historique et contextuel, je reviendrai dans un deuxième temps sur mon cheminement vers des applications professionnelles de mes recherches, avant d'aborder l'analyse des médiations qui peuvent en découler. Alors tout d'abord, un petit rappel historique et contextuel. Comme je vous l'ai dit, j'étais responsable de la bibliothèque de géographie en 2007. Et là, j'ai découvert que les magasins décelaient de nombreuses cartes. Et j'ai pris conscience que seuls quelques enseignants et quelques chercheurs les connaissaient. Laissé en sommeil dans sa grande majorité, ce fonds a fini par devenir invisible. Ces cartes sont probablement tombées dans l'oubli parce que justement, elles étaient identifiées exclusivement comme des documents utiles pour les géographes qui représentent en fait peu d'usagers en général dans les universités. Et c'est pourquoi j'ai souhaité redonner de la visibilité à ces documents dans une optique de réutilisabilité avec une approche pluridisciplinaire. Au cours de ces dernières années, plusieurs facteurs ont modifié le statut et le contexte de ce fonds. En premier lieu, leur patrimonialisation en 2014. Il faut savoir que ce fonds n'est pas très ancien, puisque la plupart des documents datent du XXe siècle.
mais il est singulier en tant que fonds iconographique. Cette patrimonialisation, elle s'est donc révélée décisive pour sa conservation in extenso au moment de son transfert. Mais c'est aussi cette patrimonialisation qui légitime de nouveaux contextes de lecture et d'usage. Leur transfert d'une bibliothèque à une autre, ou plutôt d'une bibliothèque à un centre de ressources, a eu d'autres conséquences, puisque ce n'est plus en effet une seule personne qui en a la charge, mais plusieurs. Par ailleurs, si l'ensemble des documents se trouvait auparavant en accès différé, eh bien maintenant une partie est dans un espace dédié en libre accès. Donc les cartes ne sont plus confidentielles. Et du coup, il a fallu créer du lien avec ces documents qui sont jugés complexes et difficilement appropriables, aussi bien d'un point de vue bibliothéconomique qu'un point de vue informationnel. Petit à petit, des solutions ont été trouvées pour permettre à tous de prêter, renseigner ou ranger ces documents, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, notamment un gros chantier de rétroconversion. Et pour préparer des dossiers de financement pour ce chantier, des questions légitimes se posent autour notamment des spécificités de catalogage. Mais en revanche, la médiation de ces documents semble encore lointaine et toujours aussi empreinte d'une approche géographique. Ainsi, pour choisir les premiers lots à cataloguer pour le travail de rétroconversion, plusieurs critères ont été retenus. Et pour avoir un avis sur les lots identifiés, seuls les géographes et les cartographes ont été sollicités, alors que celui des professionnels du patrimoine, aux enseignants-chercheurs en sciences de l'information et de la communication, aurait pu être intéressant, d'autant que l'attribution du statut patrimonial permet la construction de nouveaux liens entre présent et passé, comme le souligne Jean Daval. Le sujet plus général en toile de fond de cette communication, il est lié aux collections sans usage, qui ne concernent d'ailleurs pas que les collections patrimoniales, auxquelles souvent on associe les termes de mort ou de mourant. Pour ma part, je préfère opérer une distinction entre fonds dormants et fonds activés. Viviane Cousinet rappelle en effet que le document, c'est un objet constitué à la fois d'un aspect matériel, son support, d'un aspect conceptuel, son contenu, et de sa valeur informative. C'est pourquoi il s'inscrit dans un processus communicationnel mobilisant un concepteur et un récepteur. Il y a donc deux fabriques, en quelque sorte, la seconde relevant d'une nécessaire volonté d'obtenir une information. Dans cette théorie du document, c'est donc bien le récepteur qui active les valeurs du document en l'interrogeant, en donnant une signification au message. Sans questionnement, le document, il est donc latent ou dormant, stade qui peut alterner avec celui de document activé. Et il y a toujours la possibilité de réactiver un document en sommeil. Les cartes qui sont conservées au CROG ont eu un usage, mais elles ont perdu cet usage. Elles conservent néanmoins leur valeur informative. Donc, comment modifier leur statut et les faire passer de dormantes à activées? Comment faire en sorte que des récepteurs portent un intérêt à ces valeurs et qu'elles leur soient utiles? Ces questions en appellent une autre. Comment explorer une carte, que l'on soit spécialiste ou pas? Car ce document se prête en effet à une exploration. Contrairement à un livre, tout n'y est pas écrit. Et contrairement à un tableau, il y a plus qu'un auteur et un titre. Au-delà de ses caractéristiques physiques, elle présente, de par son langage cartographique, mêlant signes et mots, des singularités quant à la façon dont elle supporte l'information. Elle suscite donc des questions qui permettent de la compléter. Et il est possible de la lire en s'appropriant des informations contextuelles, octoriales, esthétiques, chaque réception donnant lieu à un nouveau document. Pour favoriser l'accès à ces nombreuses valeurs et aider les usagers à les extraire et à s'en emparer, j'ai élaboré un outil qui tient compte de ces caractéristiques en tant qu'image, figure et représentation, intégrant des éléments de méthode empruntés à l'analyse géographique, bien sûr, cartographique, mais aussi iconographique, sémiotique, esthétique et scénographique. Cet outil, il a pour objectif de faciliter, d'aider, de guider, mais aussi d'amorcer et d'inspirer des réceptions informationnelles. Il donne lieu à une analyse exploratoire de toutes les dimensions de la carte, matérielle, intellectuelle, artistique, et rend possible des enquêtes sur l'auteur, le commanditaire, l'éditeur, le contexte de fabrication, voire même la diffusion.
L'objectif, il est de questionner donc, de façon à collecter le plus d'informations possible et de lire le document de différentes manières, et ce qui donne lieu en fait à une forme d'enquête. Pour élaborer cet outil, je me suis appuyée sur la documentologie, qui est le discours scientifique sur les documents, et la méthode documentographique qui s'y rapporte en tant qu'étude énumérative, descriptive et classificatrice de toutes sortes de documents. J'ai ainsi imaginé des ateliers de fabrique de documents par le biais d'enquêtes, consistant à provoquer en quelque sorte la réception d'un document en confiant une mission documentaire. Des ateliers ont été organisés au premier trimestre 2020 avec des étudiants en master, histoire de l'art, anthropologie. Et ces ateliers ont permis d'observer l'appropriation des cartes par des non-spécialistes. Bien sûr, la démarche et la méthode ont été présentées, les missions exposées, le rôle de l'enquêteur explicité. Les participants, bien que convaincus de ne pas avoir les connaissances pour s'approprier des cartes, sont finalement parvenus à réactiver les fonctions informatives de ces documents et les ont documentés. Et ils ont tous témoigné de l'intérêt pour la participation à la description d'un document. Une autre application de l'enquête documentaire a été testée en 2020 et en 2021 avec 2 groupes de stagiaires préparant un diplôme universitaire option e-documentaliste. Pour chacune des promotions, une carte a été décryptée à travers des axes thématiques distribués à des sous-groupes. Pour une affiche scolaire que vous voyez sur l'écran, qui représente l'agriculture du sud du Canada au nord du Mexique, il n'y a pas de date sur la carte, mais on l'estime entre 1955 et 1960. Donc pour cette affiche scolaire, des investigations ont été menées sur des thématiques différentes qui ont donné lieu à des posters documentaires. Les thématiques, c'était une vision du monde entre réalité et imaginaire, la représentation d'une époque et l'édition de cartes scolaires, et l'histoire d'un objet. Donc, ces enquêtes ont donné lieu à des posters. Je vous en propose 2 à l'écran. Pour un projet d'exposition qui malheureusement n'a pas pu encore avoir lieu, mais on espère que les jours seront meilleurs. L'objectif de cette exposition n'étant pas d'exposer des cartes, mais une carte et une série de posters documentaires qui montrent les différentes appropriations d'un même document. À partir de ces expérimentations et leur analyse, il est ainsi possible de décliner des dispositifs de médiation. La démarche qui est présentée ici se situe à l'articulation entre la production de dossiers documentaires, de dossiers d'œuvres et de dossiers pédagogiques. Les 2 premiers servent à documenter l'identité, l'histoire, l'état, le devenir de l'objet, de documents, et aussi à collecter des publications afférentes. Les dossiers pédagogiques, eux, ont pour but de proposer des pistes exploitables, notamment en cours. Pour les cartes dormantes conservées au CROG, il est tout à fait possible, sur les mêmes principes, de retracer l'histoire du fonds patrimonial. Mais l'objet de cette communication consiste plus à réfléchir sur des dispositifs qui mettent le récepteur au centre, en position d'enquêteur. Alors, comment mettre en œuvre ce type d'enquête? L'inventaire reste de toute façon le meilleur moyen d'identifier des lots ou des cartes, mais lors de cette phase qui est descriptive, il faut consigner le moindre détail sur la carte, notamment sur le ou les auteurs, le commanditaire ou l'éditeur. Réaliser une carte se fait en effet en plusieurs étapes qui engagent différents acteurs. Et recueillir ces informations sur ces éléments permet de mener des micro-enquêtes octoriales pour dérouler en quelque sorte le fil de l'intention qui a porté la fabrication de la carte, celui du contexte et des conditions de fabrication, voire de diffusion. Donc, c'est autant de pistes d'exploration possibles, mais ces micro-enquêtes, elles permettent aussi de vérifier le potentiel de réutilisabilité. Donc, je vous propose rapidement 3 exemples de micro-enquêtes pour vous mettre un petit peu en condition, on va dire.
La première micro-enquête concerne des cartes de l'Afrique occidentale française qui datent de 1930 à 1960 et qui sont liées aux unités géographiques militaires créées en France en 1688, unités qui deviendront service géographique de l'armée, SGA, un siècle plus tard, puis en 1940, l'Institut géographique national. Les missions du SGA sont notamment étendues à la cartographie topographique et administrative des possessions françaises pour aider les services géographiques du ministère des colonies. Pour réaliser les cartes, des explorations sont menées par des découvreurs, des missionnaires, pour collecter des informations notamment toponymiques, ainsi que des reconnaissances de terrain. L'aide financière qui va être apportée par le Fonds d'investissement et de développement économique et social va permettre de réaliser la couverture à 90% entre 1945 et 1960 grâce à des photographies aériennes prises avec des bombardiers qui vont être acquis par l'IGN. Un autre exemple de micro-enquête concerne une carte isolée qui est le plan de la capitale Pontijanak que vous avez à l'écran. Ce plan qui est en néerlandais et qui date de 1686-87, il est composé de 4 feuilles. Pontijanak, c'est la capitale de la province indonésienne de Kalimantan, qui est située sur l'île de Bornéo. En bas à gauche d'une des feuilles est indiqué, alors, pas un très très bon allemand, mais en tous les cas, c'est indiqué le bureau topographique Batavia. Batavia étant le siège de la compagnie néerlandaise des Indes orientales et insulaines de 1619 à 1799. Et c'est aussi ce bureau topographique, c'est celui de l'état-major de l'armée hollandaise. Des brigades sont constituées d'officiers topographes et les informations nécessaires pour réaliser les cartes sont recueillies par des sociétés scientifiques, des ingénieurs des routes et chaussées, le service de la statistique et aussi par des missionnaires. Notre lot de cartes concerne l'Espagne entre 1918 et 1960 avec une majorité de feuilles entre 40 et 47. Pour cette période, certains titres sont à la fois en édition espagnole, Direction générale de l'Institut géographique et cadastral, et en édition allemande, Département des cartes de guerre et des levées, constituant ainsi en quelque sorte deux sous-lots. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces armées allemandes ont en effet produit des cartes topographiques couvrant les zones de combat en Europe, Afrique et Asie, en copiant les séries de cartes de ces différentes zones géographiques. Et il faut savoir que les cartes de l'Espagne ont joué un rôle particulièrement important puisque l'Allemagne projetait en novembre 1940 de traverser la péninsule ibérique pour envahir Gibraltar. Donc, une série de cartes de la Mapa Topográfico Nacional de España a été utilisée par l'armée allemande pour copier leurs propres cartes en quelque sorte. Donc, voilà un petit peu des exemples de micro-enquêtes et on voit bien qu'à travers ces micro-enquêtes, des pistes pour des appropriations plus approfondies se dessinent. Alors, comment les exploiter pour favoriser de nouveaux usages? Eh bien, il faut envisager des dispositifs en essayant de poser des objectifs et voir, bien sûr, les modalités appropriées. Les ateliers présentés ici peuvent, par exemple, être déclinés dans un contexte de formation à la recherche d'informations. Des enquêtes peuvent être préparées, balisées à l'avance et répétées lors de séances différentes. Et dans ce cas de figure, ce n'est pas tant les résultats de l'enquête qui comptent que la transmission de la démarche. Si l'on souhaite organiser des co-constructions documentaires avec les usagers, il faut poser différents scénarios, les faire participer à la recherche d'enquêtes, les faire contribuer à des enquêtes avec des rendez-vous réguliers, avec des documents, les lancer dans une chasse aux indices, leur proposer des opérations ponctuelles d'activation de documents sous la forme d'appels, par exemple. Par ailleurs, les posters documentaires que je vous ai montrés peuvent représenter une forme d'exposition, non pas centrée sur des documents à montrer, mais sur les valeurs informatives d'un document. En ce sens, ces posters, ils sont didactiques et démonstratifs et ils peuvent tout autant servir à expliquer la démarche de réception qu'à l'illustrer. Il ne s'agit donc pas pour les bibliothécaires de mener forcément des enquêtes
aussi complète que dans les centres d'archives ou dans les musées. Pour autant, les dispositifs de réactivation de documents dormants peuvent prendre des formes plus complexes que la simple monstration, que la simple exposition. Montrer ou signaler ne suffit pas toujours, il faut créer des situations informationnelles. Et c'est ce qui se joue lorsqu'en formation, on invente par exemple des exercices de recherche de documents. On met l'étudiant ou l'apprenant en situation de besoin documentaire. Les scénarios induits par les applications de l'enquête documentographique sont plus concrets car ils sont basés sur une approche informationnelle et pas sur une approche outil. De plus, ils offrent au public la possibilité d'enrichir les collections, de documenter des documents, d'en fabriquer de nouveaux et de comprendre comment fabriquer leurs propres documents. Les bibliothécaires doivent donc ouvrir des perspectives, être des facilitateurs, voire des moteurs d'usage documentaire, et pour cela, ils peuvent faire en sorte que des documents en sommeil redeviennent des objets de connaissance. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. C'est très différent effectivement des exposés précédents, mais en même temps, je pense que vous touchez à des questions que beaucoup d'entre nous se posent. Moi, par exemple, je ne m'occupe pas de cartographie, mais je m'occupe de manuels et j'ai des questions aussi du même type que les vôtres. Est-ce qu'il y a des questions? Non, juste une remarque. Moi, j'utilise, en dehors de la collection des pièces du musée, donc je travaille plutôt sur la région de Tlemcen, et j'utilise beaucoup les cartes militaires faites au moment de la conquête, ou les documents militaires faits au moment de la conquête pour justement renseigner sur des itinéraires, sur l'état du pays, enfin tout ce que ça peut amener sur l'aménagement du territoire à ce moment-là. Alors effectivement, il faut tout remettre contextualisé, comme vous l'avez très bien montré, mais après, quand on fait un petit peu de rétro-histoire et qu'on voit comment on peut raccrocher ça à des éléments historiques un peu plus anciens, ça nous amène énormément d'informations sur essentiellement les périodes modernes, mais quand même c'est très intéressant. Et le fait d'utiliser comme ça des cartes plus anciennes, on voit l'évolution en fait de ce que les gens ont perçu, parce que sur les toponymes, très souvent, c'est à l'oreille. Et donc, les graphies sont très fantaisistes. Et donc, il vaut mieux se le dire. Enfin, on voit l'évolution comme ça aussi de la connaissance du pays et de la langue qui peut progresser et ce que les gens ont aussi retenu. Donc, ça nous apprend aussi sur la mentalité et l'aspect, enfin, le contexte social des producteurs de la carte. Donc, on a comme ça tout un tas d'éléments qui peuvent être intéressants. Et j'ai trouvé vos posters, des choses tout à fait passionnants et intéressants. Et je pense que les étudiants d'histoire, aussi bien médiévale que moderne, devraient se plonger dans ce genre de cartes parce que ça leur apporterait sans doute beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette très, très gentille, ce petit constat très gentil. Je pense que la carte, c'est un document qui est souvent utilisé comme illustration. D'ailleurs, dans les 2 premières interventions, il y avait de très belles cartes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de partir de la carte. C'est-à-dire de considérer que c'est vraiment le point de départ, c'est ça en fait qu'il faut essayer aussi de mettre en œuvre. C'est-à-dire pendant très longtemps, ce sont restés des documents qui étaient un petit peu accessoires. Quand je dis accessoires, c'est pas forcément péjoratif, hein, c'est juste pour dire que ils étaient là pour montrer quelque chose. Alors que je dirais que mon approche, elle est de partir du document carte pour montrer ce que on peut extraire finalement comme information de ce type de document. Et effectivement, on s'aperçoit qu'on peut dérouler des fils, et ça peut intéresser des historiens comme des historiens de l'art, comme d'autres disciplines. Mais c'est vrai qu'on arrive à retracer finalement, contextualiser, c'est tout à fait le mot, on arrive à retracer de façon plus concrète ce qui peut se jouer dans la représentation de territoires pour différentes intentions. Vous avez cité l'aménagement du territoire, mais il y a eu bien sûr des cartes réalisées énormément pour faire la guerre.
Mais il y a eu d'autres usages quand même de cartes et d'autres intentions qu'ont porté les cartes. Et c'est en regardant ce document de cette façon, de ces façons-là, on arrive justement à replacer un petit peu le rôle qu'a joué ce document dans l'histoire de différents contextes, quoi. Voilà. Bonjour. Je travaille à la bibliothèque universitaire de Montpellier et récemment, on a eu un peu le même cas avec une bibliothèque géosciences qui fermait et donc un déménagement de ses collections en masse à la bibliothèque universitaire des sciences. Et en fait, en réfléchissant à ces collections, on se rend compte qu'effectivement, on a presque un impensé de la part des professionnels. Comme vous l'avez très bien dit, il y a des difficultés techniques pour le signalement de ces documents. Et parfois, même les professionnels ont peu la notion de oui, ça fait partie des choses importantes à signaler, et parce qu'on n'anticipe pas sur les usages possibles. Et alors moi, faisant partie d'une université scientifique, c'est vrai que la chose qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'on trouve tout un tas d'informations dans ces documents. Quand c'est des cartes toutes seules, mais autrement qui sont raccrochées à d'autres, à des textes scientifiques ou autres, avec des données qu'on néglige et qu'on ne connaît pas, parce qu'elles ne sont pas signalées proprement dans nos catalogues. Donc, on a vraiment une problématique aussi de monter en compétences techniques pour mettre à disposition ces données pour les chercheurs. Et notamment, on peut retrouver par exemple des cartes de botanique avec l'extension géographique de telle ou telle espèce végétale qui peuvent avoir un intérêt absolument énorme actuellement quand on parle de réchauffement climatique. Donc, j'admire vraiment là, le travail que vous faites pour essayer d'avoir cette démarche pour refaire saisir cette documentation à des chercheurs qui n'ont pas forcément conscience de l'importance de ces documents. Oui, et puis il faut savoir quand même que les cartes, ce n'est pas les seuls documents qui ont cette caractéristique. Il y en a plein d'autres. Dans les collections patrimoniales, ce sont en fait des collections qui prennent beaucoup de place. Et quand je dis beaucoup, les espaces, ça reste quand même un enjeu assez important lorsqu'on construit, on reconstruit, on reconfigure. Et on sait très bien que de toute façon, partout où il faut conserver, le problème de place se pose. Et donc, il faut des meubles à plan qui sont quand même assez volumineux. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, ils sont très lourds. Et donc, on ne peut pas les disposer n'importe où. Mais sinon, si vous les mettez au premier étage et que le sol n'est pas assez, comment dire, fort, on va dire, vous retrouvez vos meubles à plan au rez-de-chaussée. Du coup, c'est vrai que quand on est comme ça sur des problèmes de place, on va se dire que ces documents-là, ils ne sont pas prioritaires. Donc, c'est un combat pour les conserver. J'ai aussi des collègues qui travaillent sur des collections patrimoniales à l'Université de sciences à Toulouse et qui ont les mêmes difficultés pour d'autres types de documents. Alors, je sais qu'à Montpellier, il y a aussi ces collections-là, notamment liées à, comment ça s'appelle, allez, je cherche le terme, tout ce qui est lié finalement à l'étude des corps, l'anatomie, voilà, c'est ce que je cherchais. Et voilà, ça aussi, ce sont des documents qui prennent beaucoup de place, mais qui sont très intéressants. Je pense que on a, c'était pas l'objet de la communication, mais c'est quand même un petit peu ça qu'il y a derrière en toile de fond aussi, c'est qu'on a tendance à être complexé par rapport à des documents dont on est persuadé qu'on n'a pas les connaissances pour se les approprier. Et donc, il y a une espèce de petit recul. Mais j'espère avoir montré qu'on est tous capables finalement de poser des questions, même à des documents dont on ne maîtrise pas et le principe de fabrication et même l'usage premier. C'est-à-dire que même si on n'est pas géographe, même si on n'est pas cartographe, on peut s'approprier une carte. On ne va pas se l'approprier comme un géographe ou comme un cartographe, mais on peut se l'approprier. Alors, vous comprenez bien que quand je dis cette phrase, les géographes et les cartographes ne sont pas forcément contents. Parce que, oui, mais parce que c'est normal que chaque spécialiste
s'appuie, s'accroche et s'attache à sa spécialité. Mais ce n'est pas pour déshabiller la géographie et la cartographie. Hein, c'est pour dire que quand on est face à des documents qui n'ont plus d'usage et qui mériteraient d'en avoir, il faut aussi regarder que on peut être spécialiste ou non spécialiste capable de se les approprier. Mais il faut accepter que ce soit pour de nouveaux usages ou des usages très différents, même très différents de l'intention de l'auteur. Voilà. Parce que oui, l'auteur de la carte, il ne l'a pas fait pour des posters documentaires, hein, on s'en doute. Mais pour pouvoir les réactiver en quelque sorte leur contenu, et ben, il faut aussi passer par des dispositifs qui sont très différents de ce que les géographes ou les cartographes peuvent mettre en place.